Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Haut-Richelieu a un nouveau président. Il s'agit de M. Justin Bessette, qui est d'ailleurs mon premier invité. M. Bessette, bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui vous amène donc à accepter ce défi-là, donc d'être président de l'UPA du Haut-Richelieu? À la base, j'ai toujours été, on est agriculteur de base, on a une ferme laitière, puis on fait de la grande culture. Puis le milieu agricole, tout au long de ma vie, ça l'a un peu donné la ligne de ce que j'ai fait. Je me suis impliqué dans la relève agricole. Par la suite, la Société d'agriculture, le SIAC, la ville aussi, j'étais représentant agricole. Fait que c'est un peu comme une courbe naturelle qui m'a amené là. C'est que l'agriculture, on a toujours eu ça à cœur, puis de défendre les intérêts de l'agriculture, ça fait partie de nous un peu. Là. Bon, évidemment, il y a beaucoup de dossiers. On va les élaborer, mais... Ouais. Quel défi vous avez ciblé au départ là, comme étant important? Je vais t'avouer qu'un des dossiers qui est important, c'est de faire connaître l'agriculture comme étant un moteur économique important pour la région. Souvent, on ne le réalise pas, mais ça représente 85 000 hectares. C'est le moteur économique premier. Si on prend les sous, la transformation alimentaire, le transport qui vient avec, c'est le moteur économique. Puis c'est un moteur économique important aussi pour l'ensemble du Québec. Puis souvent, on ne le prend pas assez en considération. Je pense que ça, le faire reconnaître notre importance dans l'économie de la région puis du Québec, c'est un des facteurs qui est important. Oui, parce que ça représente une très, très grande partie du Haut-Richelieu, les terres agricoles. 91 85 000 hectares. On parle, c'est des milliers de fois plus grand que la ville de Saint-Jean, ce qu'on connaît, là, si on enlève le milieu agricole. Fait que c'est vraiment comme l'acteur le plus important en dehors de l'économie. Si on prend le parc industriel versus les terres agricoles, c'est un aiguille d'une botte de foin, là, ça ne représente rien. Fait que c'est vraiment un très, très gros territoire. Est-ce que c'est quantifiable, les retombées économiques de l'agriculture dans le Haut-Richelieu? On parle de plusieurs millions de dollars. On les a souvent, on a des retombées économiques propres, la transformation, production de lait, production de grande culture, les pommes. Bien, quand on ajoute toutes les retombées économiques de la transformation, que ce soit l'IMEL, que ce soit les vendeurs de semences, les vendeurs de machinerie, c'est plusieurs milliards de dollars là, dans l'économie. Là. Ouais. Bon, parmi les dossiers que vous voulez entreprendre et les enjeux qui vous préoccupent, il y a celle de la réglementation. Ouais. C'est important de mieux réglementer le milieu agricole? Pas mieux, d'en enlever. Ce qu'on dit souvent... C'est trop réglementé actuellement, c'est ça? C'est trop réglementé. Okay. Puis là, présentement, c'est que depuis les dernières années, le gouvernement du Québec a donné le droit aux municipalités de réglementer l'agricole. Ce que ça vient faire, c'est que tout et chacun azimut viennent mettre des règlements. Si on sait que, juste un exemple, moi, comme représentant de l'UPA, je représente 14 municipalités, c'est impossible pour 1200 producteurs d'aller dans tous les conseils puis d'aller séduire un peu ou expliquer la réglementation. Ouais. Puis les conseils de ville sont pas non plus souvent, ils n'ont pas toutes les compétences pour réglementer l'agricole. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit Québec qui s'occupe de la réglementation, puis que ce soit une réglementation pour chaque producteur. Fait que si tu es producteur puis tu cultives dans 4 municipalités, qu'il y ait une réglementation, que ce soit Québec, puis que les représentants de l'UPA, quand on change la réglementation, soient assis avec des agronomes, des gens spécialisés qui connaissent ça, pour éviter aussi que ça fasse... j'ai écouté un reportage sur Netflix, puis on va mettre un règlement la fin de semaine d'après. Il faut faire attention, il y a quand même un côté scientifique. Il y a des choses qui sont prouvées, puis souvent, quand on est à la ville, malheureusement, il y a des gens qui sont super bons quand on parle de choses, mais dans l'agricole, il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas des spécialistes. Fait que c'est là que le reportage de Netflix peut influencer la réglementation qui est très dangereux. Donc, c'est un champ de compétences que vous aimeriez que Québec reprenne, qu'on enlève un peu de cette responsabilité aux municipalités. La même chose qu'on fait présentement pour la Commission de protection des terres agricoles. On a enlevé, à l'époque, en 1978, la réglementation des terres agricoles pour empêcher qu'à tout bout de champ, qu'on bâtisse un petit bout sur une terre parce que la municipalité a décidé. On a dit c'est Québec qui s'en occupe. On veut ramener un peu, à l'époque, on s'appelait ça la loi 100, qui réglementait ça un peu les agriculteurs. C'est ce qu'on veut ramener. Ouais. Un autre dossier important, ça a été discuté après, bien sûr, le budget, c'est l'augmentation de la taxation municipale pour les agriculteurs. Ouais. On en a parlé avec l'ancien président, M. Robert, sur le plateau, un petit peu, mais c'est quand même une hausse importante dans le dernier budget. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose parce que le budget a été adopté, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire, là? Est-ce que des discussions seront entreprises avec la Ville de Saint-Jean?
on peut discuter avec la Ville. C'est un autre dossier qu'on aimerait qu'il soit provincial. Je vais vous expliquer, parce que présentement, la loi est un petit peu mal comprise. Tu sais, les municipalités, ce qu'ils font, ils disent, bon, tu sais, il y a une partie qui est remboursée, fait qu'on va taxer comme on veut. Il y a une partie qui est remboursée. Mais quand on vient piger dans le budget du MAPAC, on vient piger dans la recherche agricole, on vient piger dans les fonds pour la relève agricole, sans que les municipalités s'en rendent compte. C'est un dossier qu'à mes yeux, j'ai été tout dernièrement aux États-Unis, dans la vallée de Napa, puis là-bas, ce qu'ont fait les États-Unis, puis il y a plusieurs règles qui se sont implantées, c'est que la taxation se fait sur le revenu et non pas sur la valeur des terres agricoles. Vous comprenez, les terres agricoles, c'est quelque chose, c'est un bien qui s'en vient de denrée rare. Il s'en vend une par année, puis là, elle peut se vendre cher parce qu'il y en a une qui s'est vendue. Bien, là, on vient taxer, parce que celle-là s'est vendue cher, on vient les taxer tout le monde, ce prix-là. Puis tous les transferts qui se font de famille. Donc on se fie sur la vente de cette propriété-là pour évaluer les autres terres, exactement. C'est ça? Mais si c'est un transfert comme mon père me fait, qui me transfère la ferme, ou je transfère à mes enfants, mais ça ne vient pas compter dans l'évaluation. Fait que la plus grosse portion de terre qui est transigée, souvent, c'est des transferts de famille. Puis ça, on n'en tient pas compte dans le rôle. Puis les terres qui sont vendues, c'est un pourcentage. On parle de quoi? 1 des terres qui sont transigées. On ne peut plus taxer. Il faut vraiment taxer, je pense, sur le revenu de ce que ça rapporte. Donc, vos discussions risquent plus d'être avec le ministère de l'Agriculture qu'avec la MRC ou la Ville. Exactement. Hein? Mais tu sais, la Ville, présentement, ce qu'on travaille, c'est qu'on n'aille pas plus que l'inflation. Tu sais, un moment donné, on ne peut pas avoir 3 fois ce que les gens ont. Puis notre assiette fiscale, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas plus grande terre qu'il y en avait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, notre assiette fiscale, on ne peut pas en prendre toujours plus. Puis la situation des agriculteurs est quand même difficile, avec ça coûte de plus en plus cher, la taxe carbone, l'essence, entretenir même l'équipement que vous avez. C'est un gros coup qu'on vient d'avoir, il n'y a pas longtemps, c'est la guerre en Iran. On est directement affecté par ce qui s'est passé de notre voisin du Sud. On décide d'attaquer l'Iran. On est à 1 mois des semences. Le pétrole vient d'exploser, puis exploser, c'est presque 40 oui. 36 pour être précis. L'engrais, du jour au lendemain, les compagnies ont arrêté de faire des prix d'engrais. L'engrais monte de 36 On est responsable de rien, puis le prix qu'on va vendre, le blé d'Inde, à la fin, on n'a aucune idée si c'est vraiment le 36 on le vend dans 1 an. Fait que ça a le temps de terminer, puis on n'aura pas notre retombée. On n'est pas capable de récupérer souvent les sous qu'on a. Fait que ça, c'est un des enjeux importants. Ce qui se passe à l'international, malheureusement, on est de ceux qui sont touchés le plus dans notre cours au day-to-day. Oui. Et j'ai reçu aussi sur le plateau le président de l'UPA de la Montérégie pour nous parler de tout le dossier de la taxe carbone. C'est pas réglé pour les agriculteurs en général et du Richelieu en particulier. La taxe carbone, c'est, pour l'expliquer rapidement, ça nous enlève de la compétitivité, surtout dans les serres. On nous demande, présentement, un des plus gros producteurs de serres, c'est l'Ontario. Bien, nous, présentement, on a une taxe carbone à payer. On est les seuls en Amérique avec la Californie à la payer. Malheureusement, la Californie, ce n'est pas notre compétition. Puis on nous demande de produire à moindre coût. Fait que sur les fermes, présentement, c'était 500 millions qu'on s'est fait prendre un peu pour de taxes carbone. On nous en a remis 30 en disant, bien, tout est beau, êtes-vous content? Mais malheureusement, si tu me prends 500 millions, tu m'en redonnes 30, je suis pas content. Si je te vole 100 puis je te redonne 30 sous, il y a quand même un manque à gagner. La taxe carbone, c'est ça, c'est que ça nous enlève la compétitivité sur le marché international, puis même à travers le Canada, on est moins compétitif. Ouais. Est-ce qu'il y a un défi aussi au niveau de la relève agricole? Est-ce que c'est moins attirant que c'était? Quelle est la situation de ce côté-là? La relève agricole, premièrement, souvent, la relève prend ça par passion, on ne se le cachera pas. Non. Ce qui fait qu'il enlève le côté moins attirant, c'est les heures. Tu sais, la nouvelle génération, c'est pas tout le monde qui veut le faire 70 heures semaine. Puis il faut avoir un revenu, tu sais, que les producteurs agricoles aient un revenu qui soit décent. Tu sais, quand on est obligé de travailler le samedi, dimanche, puis je dis, je suis un peu exclu parce que je suis un peu moins là-dedans. Tout dépend de la propriété qu'on a, mais moi, j'ai été élevé sur une ferme laitière et il n'y avait pas de vacances. C'était 52 semaines par année. Tu sais, je vais dire, à l'époque, ça passait, mais à cette heure, tu sais, les jeunes ont quand même des activités, ils veulent vivre. Puis il faut qu'il y ait un revenu décent. Tu sais, un revenu décent, c'est être capable de se permettre de prendre une semaine de vacances. Puis si on compte ça, si on serait dans n'importe quel autre milieu, puis je dirais, prendre une semaine de vacances par année, ça ne passerait pas, puis on dirait on en veut 3-4. Mais en agricole, on est encore à se poser la question si on est capable de prendre une semaine sans se sentir mal. Puis ça, c'est très important, là. On prend une semaine de vacances, puis on se sent mal parce qu'on a laissé. Il faut avoir les moyens d'avoir une belle qualité de vie, je pense, pour attirer nos jeunes.
Parce que la passion est là, mais la qualité de vie doit suivre avec un revenu décent. Ouais. Puis est-ce que c'est difficile aussi de faire un transfert de propriété agricole? C'est très difficile parce que, encore, ce côté-là de transfert, c'est quand même très archaïque. Ça date des années 78, ça veut dire qu'on transfère de père en fils pour avoir l'exonération à gain capital. Mais de plus en plus, on ne se le cachera pas, tu as des familles reconstituées. Tu as du non apparenté. Si je te donne un exemple, il y a des producteurs que ça va être le neveu qui vont reprendre. Mais si c'est le neveu qui reprend la ferme, il n'y a pas d'exonération à gain capital. Fait que ça serait la même chose que si je vendrais à un étranger. Mais la loi, je pense qu'elle doit s'adapter, puis on est rendu en 2026. Premièrement, il y a beaucoup de familles reconstituées. Ça ne veut pas dire que parce que c'était dans une famille reconstituée que l'enfant ne pourra pas reprendre la ferme. Puis deuxièmement, un neveu est une très belle relève. S'il y a la motivation, la passion, on doit y laisser sa place, puis le gouvernement doit faire sa part pour que le transfert se fasse bien. Ouais. En une minute, je sais aussi que vous voulez promouvoir l'agrotourisme pour la région. Oui. On travaille beaucoup là, présentement avec le Festival des Montgolfières pour qu'on ait un espace pour promouvoir l'agrotourisme, pour que les gens commencent aussi, tu sais, on dit souvent achat local, on a vu beaucoup de campagnes, mais il faut que les restaurateurs embarquent, qu'il y ait une fierté d'acheter local pour faire encourager. Tu sais, c'est pas juste, c'est super bon les gens qui viennent faire leurs épiceries puis qui viennent compléter les épiceries de ces producteurs, mais à grande échelle, ça serait encore mieux si on pourrait rajouter plus de restaurateurs qui soient fiers d'afficher que c'est du produit local, fiers d'afficher que ça vient du coin, ça nous aiderait beaucoup. Puis ça viendrait faire la petite différence. En tout cas, il y a du travail à venir au cours des prochaines semaines. Hein? On est là pour relever le défi. Puis c'est là-dessus qu'on va travailler, puis c'est ce qui me motive. Plusieurs défis à relever pour que l'agriculture aille mieux. Est-ce que vous n'avez pas dit aussi, et les gens vous reconnaissent peut-être, c'est que vous avez été conseiller municipal aussi J'ai fait 12 ans à la ville. Ouais, c'est ça. Je connais quand même le dossier, les aspects politiques. Donc, comment on dirait ça, les entrées à la ville, vous les connaissez Je connais un peu. les stades aussi. Ça l'a aidé beaucoup pour finir. Je connais le point de vue municipal, provincial et fédéral, puis je sais déterminer qui est quoi. Bon, voilà. Bien, M. Bessette, merci beaucoup. Merci à vous. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, puis bonne chance dans vos démarches pour les différents dossiers. Merci beaucoup. On revient après la pause. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire, c'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Patrimoine l'Acadie tenait tout récemment son Assemblée générale annuelle. Et ça m'a donné le goût d'inviter justement des représentants pour nous parler de l'organisme et aussi des activités qui se tiennent dans ce très beau quartier qui est l'Acadie. Pour nous en parler, donc, Mme Christiane Marcoux, qui est la présidente de Patrimoine l'Acadie, M. Michel Lessard, qui est membre du comité organisateur des fêtes patrimoniales de l'Acadie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc, d'abord, on va parler du rôle de Patrimoine l'Acadie, ce que vous faites exactement pour conserver un peu le patrimoine. Le rôle de Patrimoine l'Acadie, c'est faut assurer la pérennité du site, la mise en valeur du site. Pour ça, on fait de la programmation, de l'animation, de la préservation. On a fait beaucoup de choses depuis la fondation en 2015. Ça avait été l'organisme à but non lucratif a été fondé par M. Jacques Tremblay en 2015. On a fait beaucoup de choses pour animer plus le noyau villageois. Il y a eu le monument de l'Odyssée acadienne qui a été fait au Parc des Ancêtres. On a la murale sur le mur de l'école Napoléon Bourassa. Juste en face, à la halte routière, on a le chemin de l'histoire qui raconte un peu l'histoire du village. À l'extérieur du presbytère, on a des personnages, grandeur nature, 3 personnages. Le docteur Lécuyer. On a Hortense Bove-Tougo, qui a été la première institutrice pour l'École des filles. Elle était propriétaire de la Maison du Bedeau. Et on a Théodore Béchard, un patriote. Fait qu'on fait beaucoup de choses. On fait des visites guidées.
À l'AGA, la semaine dernière, on a eu plus de 5000 visiteurs l'an dernier. C'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. Mais comment... Donc, ça a été fondé en 2015. Oui. Il y avait la fondation Les Amis de l'Église. Bon, ça a commencé par la protection de l'Église, et après ça s'est élargi. Pourquoi c'était important qu'on fasse, justement, qu'on crée un organisme pour protéger ce patrimoine-là, qui est très beau en passant? OK. Bien, la Ville est propriétaire depuis 2016. C'est ça, 2016, la Ville est propriétaire, puis elle nous a mandatés. On travaille avec la Ville avec un protocole d'entente qui définit très bien nos tâches et puis qui encadre le côté financier. C'est important, je pense, parce qu'il ne fallait pas que ce soit placardé. Non, exact. Ce qu'on nous avait annoncé à un certain moment donné, c'était qu'il était pour placarder l'Église et le presbytère. Fait qu'il fallait absolument agir là, pour pas que ça se fasse. Oui. Et votre rôle est de plus en plus important parce qu'on voit beaucoup d'églises se transformer. Oui. On a le dossier de l'école, de l'église à Saint-Jean, Saint-Noël-Chapanel du côté d'Iberville, une église à Chambly qui est devenue un terrain de pickleball. Oui. Mais à l'Acadie, on veut vraiment conserver l'église telle qu'elle est. On n'a pas vraiment le choix. L'Église, elle a été, en 1957, elle a été déclarée monument historique au niveau du Québec, puis elle est protégée. Elle a un aire de protection. L'Église, c'est le noyau, 500 pieds tout le tour de l'Église et un aire de protection. Fait que pour faire quoi que ce soit dans l'Église ou le presbytère, ça prend l'autorisation du ministère des Affaires culturelles. Exactement. Mais à partir de là, il faut quand même soit décider de rien faire ou de décider de créer justement un organisme pour faire bonifier ce qu'il y a là, et c'est ce que vous avez décidé de faire. Oui. Oui, ça prenait ça, parce que de ville comme Saint-Jean ne peut pas laisser un noyau villageois comme ça. C'est un site, là. Ouais. C'est unique au Québec. On ne pouvait pas laisser ça placardé. Oui, je ne veux pas être chauvin, mais c'est une des plus belles églises du Québec, ça, vous avez tout à fait raison. Oui. Je vais me tourner vers M. Lessard, on va revenir sur les activités. Mais M. Lessard, donc, vous êtes membre du comité organisateur des fêtes patrimoniales de l'Acadie, qui est une activité importante, justement, pour promouvoir le patrimoine du village. Peut-être nous parler un peu de ce que c'est, et l'origine un peu de ces fêtes patrimoniales. Mais en fait, les fêtes patrimoniales, c'est 2 jours de festivités, cette année qui vont avoir lieu le 18-19 juillet, samedi, dimanche, pour souligner l'héritage des Acadiens qui y ont habité. Fait que durant ces 2 journées-là, il va y avoir différentes activités. En arrivant au niveau du site, bien, il va y avoir 8 chapiteaux dans lesquels il va y avoir des exposants qui vont venir vendre leurs produits. Par la suite, il y a l'église. Le monde va pouvoir aller dans l'église. Il y a des tours guidés de l'église. Il va y avoir pour les enfants une chasse au trésor sur le thème de Napoléon Bourassa. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir une conférencière qui va donner une conférence le samedi et le dimanche. Donc, ces conférences-là vont être données par une dame. Puis, il y a aussi la visite de la sacristie. Il y a des artefacts religieux, des vêtements religieux. Puis on peut aussi par la suite visiter, pas la sacristie, mais la maison du Belleau? Non, le presbytère. Le presbytère, où là, on va avoir 4 personnes qui vont être jouées par en collaboration avec le Théâtre de Grand-Pré, dont le curé. Si vous voulez aller vous faire confesser, bien, vous allez pouvoir y aller. Il va y avoir le curé, il va y avoir la ménagère du curé, il va y avoir l'institutrice au 2e étage, qui va être... il y a la classe qui est reproduite, elle va être là, puis il va y avoir notre bon docteur Lécuyer, donc facile d'avoir un rendez-vous, contrairement à aujourd'hui. Oui. Donc, ça va être 4 personnages qui vont animer durant toute la fin de semaine le presbytère. Bon. Il y a eu des changements de date. Je sais qu'avant, les fêtes patrimoniales étaient présentées plus au début août. Maintenant, on ramène ça à la mi-juillet. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bien, en fait, c'est pour ne pas arriver avec les fêtes de la Nouvelle-France à Québec, puis avoir des problèmes d'horaire ou avoir de la difficulté à avoir des artisans ou des exposants qui vont à l'autre endroit. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle ça avait été ramené, pas ramené, mais déplacé au mois de juillet plutôt que le mois d'août. Ouais. Est-ce que l'événement est de plus en plus populaire? Est-ce que vous sentez l'engouement de la population autour de ces fêtes-là? Ah oui, on a de plus en plus de participants.
Par les années passées, là, on monte à 1000, 1500, des fois un peu plus que ça. Ça dépend toujours, malheureusement, de Dame Nature. Oui. S'il pleut, bien, c'est sûr qu'on va avoir un peu moins de monde. Mais s'il fait beau, il y a des activités pour les enfants. Il va y avoir une charrette tirée par des chevaux. Il y a des contes pour enfants. Il y a différentes activités. Il y a des vieux métiers. Cette année, on va avoir quelqu'un qui va montrer les rouets de l'Heureux, qui est originaire de l'Acadie. Il va y avoir une dame qui va filer de la laine. On a l'allée des artisans, où on va avoir différents artisans, dont l'Association des dentelières, les fermières de l'Acadie. Donc, il y a différentes activités. Puis, on va avoir un aide de restauration. Il va y avoir la table acadienne, où on va servir de la soupe à l'orge, des plats. Donc, c'est typique acadien. Puis on finit par l'allée des artisans, où là, on va avoir des artisans, donc je disais tout à l'heure, les dentelières qui vont être là, qui vont faire de la dentelle au fuseau, les fermières qui vont faire des démonstrations de tissage sur les métiers. Puis on finit avec, on va avoir un gros chapiteau, où on revient cette année avec notre souper au cochon braisé, qui est très couru, très populaire, puis qui va être suivi d'un spectacle avec de la musique traditionnelle qui va être faite par les Bastring Boys et non les Backstreet Boys. Faut pas se mêler. Donc, mais ça peut aller jusqu'à 7 musiciens qui jouent différents types d'instruments. Ils jouent même de l'Ewin. Bon. Donc, qui est typiquement musique acadienne. Typiquement, oui, exactement. Donc, puis le dimanche, mais toutes ces activités-là reviennent, sauf le souper. Puis le dimanche matin, on a notre traditionnelle messe qui devrait être aux alentours de 10 heures. Bon. Pour revenir aux activités qui se passent, donc, parce que tout se passe, pour les fêtes patrimoniales, c'est dans le secteur de l'Église. C'est vraiment dans le secteur de l'Église. Exactement. On a inauguré l'été passé l'espèce d'exposition virtuelle là, qui représente un peu l'histoire de l'Acadie avec des personnages virtuels. Comment ça a fonctionné? Est-ce que ça a très bien fonctionné? Oui, ça va bien. Quand on a des visiteurs, le meuble avec les cadres sont branchés, puis ces 3 personnages de l'Acadie, le docteur, le curé Crevier, Napoléon Bourassa et Octance Bob Tougault, qui échangent entre eux, qui se rappellent du temps de l'époque, là. Ils ont des discussions. Oui, ça fonctionne bien. Oui, en tout cas, c'est très intéressant. Oui. Et quand on visite le presbytère aussi, on remarque que vous avez reproduit justement le fameux bureau du docteur Lécuyer. Oui. Oui, c'est ça. Et on m'avait dit que vous avez récupéré beaucoup de choses. Je cherche le nom, là, mais qui était à l'Acadie. Le docteur Lécuyer, à l'époque, demeurait juste en face du Parc des Ancêtres. Oui, c'est ça. Mais pour le patrimoine d'Acadie reprend beaucoup de meubles, de photos d'époque là, pour justement parler de l'histoire du village. Oui, puis on a été très chanceux. Après qu'on a commencé à restaurer le presbytère pour y redonner, mettons, dans les années fin 1800, début 1900, les gens se sont impliqués beaucoup. On a eu des téléphones des gens, des descendants du docteur Lécuyer qui nous ont offert toutes ces choses. On a son diplôme, son bureau, sa trousse de... Sa trousse de médecine, oui. Sa trousse de médecine, ses livres, son chapeau. On a tout du docteur Lécuyer. Et on a même des gens qui nous ont appelés pour nous dire, bien, nous, on a l'harmonium chez nous. Un moment donné, il avait restauré le presbytère quand M. le curé habitait là. Et ils nous ont donné l'harmonium. On a beaucoup de participation des gens du village. Oui. C'est la petite colonie que je cherchais, c'est ça? Ah, la petite colonie? Oui, vous avez récupéré beaucoup d'objets de la petite colonie que malheureusement, on a dû fermer. Hein? Oui, on a racheté... C'est surtout pour la petite école qu'on a acheté des choses, des bancs, des tableaux. C'est surtout pour la petite école qu'on a acheté des choses quand la petite colonie a fermé. Fait que c'est devenu un peu un petit musée sur l'histoire de l'Acadie. On peut dire ça comme ça. Oui. Nous, on appelle ça un centre d'interprétation. Oui, voilà, oui. Mais oui, c'est devenu un petit musée avec plein de choses là, de l'époque. Bon. On parle de l'Église, on parle du presbytère, mais il y a toute la revalorisation aussi du cimetière aussi qui fait partie de vos priorités. Hein? OK. Bien, le cimetière appartient toujours à la fabrique. La Ville n'en est pas propriétaire, mais on a un projet actuellement qu'on aimerait faire. On aimerait faire, prendre une quinzaine de personnages
qui sont dans le cimetière pour être capables de conter leur histoire. OK. Des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Acadie, soit par un code QR. Les gens Ouais, pourraient ouais, se ouais. déplacer. On a même nos audioguides qu'on Comme un pourrait petit servir. parcours dans le cimetière, un petit dans le fond, parcours oui, dans OK. le cimetière en parlant d'une quinzaine de personnages qui ont marqué l'histoire de l'Acadie. On commence ce projet-là. OK. là. Ah, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Vous avez parlé aussi d'implication dans les écoles. Vous faites des Oui. projets éducatifs là, avec les élèves du primaire, notamment. Oui, on débute ça. On a un administrateur qui a enseigné toute sa vie, fait qu'il veut s'impliquer à ce niveau-là. On est en train de développer un projet pour aller vers les écoles. On a approché l'école Napoléon Bourassa. Naturellement, ils sont intéressés. Fait qu'on va travailler avec ça aussi. On va aller offrir un cours d'histoire, mais interactif. On va emmener des objets, puis on va offrir ça aux jeunes du primaire. Bon, on va terminer avec les activités pour l'Halloween puis le concert de Noël aussi. On est en train de préparer une activité pour l'Halloween, oui, dans le presbytère. On trouve que ça serait un endroit parfait pour l'Halloween. Ouais. On va être capable de faire sortir quelques fantômes. On est en train de préparer ça avec le Théâtre de Grand Prix. Et pour ce qui est du concert de Noël, ça, on veut organiser un concert de Noël, mais l'Église est en restauration dans le moment. OK. La Ville a entrepris de peinturer les 2 murs latéraux. Fait que c'est en réparation. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus compliqué, mais on devrait être capable de le faire pareil. Oui, parce que ce serait un très bel endroit pour tenir les concerts. On en fait à la cathédrale, d'ailleurs, Oui. avec grand succès. Je pense que l'Église de l'Acadie pourrait se prêter très bien à ce genre de concert, hein, plus fréquemment. OK. Oui, bien, on en a fait Oui, d'ailleurs oui. en 2024. On a même été obligé de faire une soirée supplémentaire. Tous les billets étaient vendus. On en a fait un en 2025. Oui, on aimerait ça. On fait ça aux chandelles, nous, Oui, à c'est ça, l'Acadie. exactement. Donc, M. Lessard, peut-être nous rappeler un peu donc les dates des fêtes patrimoniales et ça va se passer à quel endroit? Ben, c'est le 18-19 juillet, donc le samedi-dimanche, dans le cœur même du village de l'Acadie, avec tout autour de l'église. Donc, tout se fait principalement là. Ben, merci beaucoup et merci beaucoup de conserver le patrimoine de moi, ce que j'appelle mon village. C'est très important et pour les gens de Saint-Jean connaissent un peu, mais qui sont peut-être de l'extérieur de la région de Saint-Jean, qui ne sont jamais venus dans le village de l'Acadie, mais ça vaut la peine parce que c'est très, très, très beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.